bienvenue à cette journée qui, j'espère, va nous apporter tous ce qu'on attend, c'est-à-dire regarder nos difficultés pour qu'on puisse les voir d'une façon différente, qui permet d'apaiser beaucoup de choses et de... Je ne sais pas si vous êtes allé sur mon site à témoignages, il y a pas mal de gens qui disent voilà, je me sens plus légère. On ne sait pas trop réellement comment ça marche, mais quelque chose change et on le perçoit dans la vie quotidienne. Avant de commencer le travail, j'aime souligner comment c'est quelque chose de vraiment nouveau et révolutionnaire. On s'appuie sur une compréhension du monde qui nous donne beaucoup d'avantages. Parce que ce travail est né du contact de Bert Hellinger. Bert Hellinger est un vieil Allemand qui a 90 ans aujourd'hui, qui a été prêtre pendant 40 ans et qui a vécu 16 ans avec les Zoulous d'Afrique du Sud. Et lui dit que c'est les Zoulous qui lui ont fait percevoir le monde plus globalement, différemment, où on n'est pas isolés les uns des autres, hein, comme aujourd'hui on fonctionne. On est tellement des individus séparés des autres qu'on ne sait même plus vivre en couple. Enfin, la famille patriarcale, il y a au moins une génération ou deux qu'elle n'existe plus, et même les couples, on ne sait plus vivre en couple. Et on vit de plus en plus seul dans des stratégies justement d'isolement, de mettre à l'écart ceux qui nous blessent, ceux qui nous font peur. Voilà, on sait faire que ça. Et l'autre souffrance énorme aujourd'hui, catastrophique, c'est comment l'homme, en se mettant au sommet de la pyramide du vivant, quand il a cru depuis la Renaissance qu'il était à la tête de la création, on a installé des relations de prédation avec les autres et avec le monde animal, végétal, qu'on considère à notre service, notre chose. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir ces nouvelles clés qui nous permettent, en tout cas pour moi, je peux dire, de vieillir bien. La compréhension que Bert Hellinger a mis dans ce travail, donc, lui est venue par les Zoulous, qui n'ont pas eu cette cassure, disons, à la Renaissance, où on est allé vers tout ce qui aujourd'hui a aussi donné de bonnes choses. La technologie, elle est extraordinaire aujourd'hui, et ça n'a jamais été aussi facile de vivre, on appuie sur des boutons. Avant cette cassure, on savait que si on n'est pas conscient d'où on vient, il n'y a pas de futur, il n'y a que répétition. L'aspect révolutionnaire de ce travail, c'est nous montrer comment nos vies dépendent de logiques collectives de ma famille. L'individu que je suis est un carrefour de relations. Et plus je suis isolée, et plus je suis en danger. Et je vais tomber malade, et je ne vais pas être heureux. Au début, on vient là par rapport à une difficulté, mais très vite, on comprend que c'est pas régler mes petits problèmes qui va m'aider, c'est toujours ouvrir le cœur. Et il n'y a plus de problème. Et on ne voit plus le monde en deux, les gentils et les méchants. Hellinger n'appelle plus ce travail constellation familiale, mais science des relations. Et le but de ce travail est de passer de l'amour aveugle, qui rend malade, à un amour qui guérit, un amour conscient. Ce que toutes les grandes traditions disaient ne coïncide avec ce que la science a découvert aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans la physique quantique qui bouleverse complètement cette vision du monde, donc où nous sommes des individus
séparés des autres. Et au passage, je fais aussi une petite parenthèse, avec cette vision du monde, on a aussi une médecine qui soigne, mais qui ne guérit pas. Une médecine qui voit le corps comme un ensemble d'organes et qui ne cherche pas les causes, parce qu'elle ne s'intéresse pas à l'ensemble. On est allé donc vers une lecture qui a morcelé le vivant. Et nous voyons comme des individus séparés des autres, séparés des membres de notre famille. Que nous apporte la physique quantique de nouveau qui bouleverse vraiment nos vies? D'abord, il faut savoir, c'est pas récent la physique quantique, ça remonte à 1911, plus d'un siècle. Quand on a eu des microscopes assez puissants pour aller voir ce qu'il y avait derrière l'atome, on s'attendait dans cette lecture du monde newtonienne, c'est-à-dire du vide, l'univers du vide, avec des planètes, des étoiles, on s'attendait à trouver la brique avec laquelle la matière est construite. Et c'est là où on a découvert une infinité de mondes encore plus microscopiques. Les neutrinos, les quarks, les bosons, mais microscopiques de façon qu'on n'imagine pas. Rien que l'atome. Si vous imaginez, voilà, que ça c'est un atome, que le centre est un ballon de foot, vous savez à quelle distance sont les électrons qui tournent autour? Donc, ballon de foot, quelle distance, allez-y? La tour Eiffel. La distance de la tour Eiffel. Et nous, on peut dire que nous sommes constitués à 99,9% de vide. Et la part matérielle, il y en a un petit peu qui nous compose, mais elle est tellement infime. Pour les 7 milliards d'individus que nous sommes, elle pourrait être contenue dans un petit poids. Je ne dis pas par personne, pour les 7 milliards. Alors, que sommes-nous si nous ne sommes pas de la matière? Nous sommes des ondes électromagnétiques. Alors, si je fais des ondes, je fais ça, ça peut être ça. Ça peut être ça. Et vous commencez à comprendre peut-être la famille Dupont, la famille Durand, la famille, je sais pas, dans notre univers tridimensionnel, il nous semble qu'il y a de la matière. On dit, mais comment ça, c'est pas de la matière? En réalité, notre univers appartient à un multivers beaucoup plus complexe, où rien ne naît et rien ne meurt, où tout est. Et le vide en question, le vide dont on a parlé, qui nous compose, il n'est pas vide comme on imagine, il est plein de conscience. Tout est conscience. Et donc on retrouve la définition de Dieu qu'on donne dans beaucoup de traditions. Vous voyez, jamais comme aujourd'hui, la science et la spiritualité n'ont coïncidé aussi bien. Donc, ce que je viens de vous dire, déjà que nous ne sommes pas matière, nous montre que si nous sommes une onde qui apparemment a une date de naissance et une date de décès, mais en réalité, l'onde de vie appartient à un multivers où elle n'est séparée de rien. Elle est là depuis le début de l'univers. Et nous avons les mémoires de tout l'univers. Là, j'ai trouvé la confirmation de quelque chose qu'un autre Allemand, le docteur Hammer, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui était pour moi, je l'ai connu bien avant Hellinger, il y a une 30aine d'années,
Et ça a été pour moi un des premiers pas positifs de regarder les choses différemment. Amère a compris que quand nous tombons malades, nos corps fonctionnent très bien. Amère a compris l'intelligence de la maladie. Comment un organe qui se modifie, par exemple un cancer qui démarre dans un sein, est la meilleure solution que le corps a trouvée pour survivre à un gros stress, si c'est le sein, avec des enfants ou des partenaires que je materne. Et pourquoi donc un cancer ? Parce que c'est une optimalisation d'un organe. La glande mammaire nous aide à gérer peut-être une angoisse énorme pour un enfant qu'on considère en danger, et donc il cherche de faire un lait plus nourrissant. Et c'est comme ça pour toutes les maladies. Et aujourd'hui, quel thérapeute n'a pas entendu parler de décodage biologique? C'est un peu ce qu'il y a derrière le décodage, c'est la médecine du docteur Mamère. Donc pour moi, le premier pas a été de comprendre que la maladie n'est pas mauvaise. Et c'était le premier pas dans une lecture d'un monde aujourd'hui où je peux vous dire, il n'y a pas de gentils et de méchants. Même avec ceux qu'on est en train de vivre. Les kamikazes, on en parle tout de suite. Les kamikazes sont des gens fidèles à leur famille, à leur culture, des jeunes prêts à sacrifier leur vie. Et ils nous montrent ce que nous faisons tous à notre niveau personnel. Et dans cela, c'est un des aspects révolutionnaires de cette thérapie. Hellinger est le seul que moi j'ai entendu dénoncer la violence de l'innocence. Celle des kamikazes, qui dit « Mon Dieu est le meilleur, je tue tous les autres, au nom des miens, au nom de ma croyance. » Mais de son point de vue, ce n'est pas un bourreau. De son point de vue, il est dans l'amour et le sacrifice. Et à un niveau moins spectaculaire, c'est ce qu'on joue tous. Et là où vous allez résister plus tard dans le travail, parce que jusque-là vous êtes d'accord, mais on va voir tout à l'heure, quand le travail de chacun va se proposer, comment certains ne sont pas du tout prêts à faire le saut de voir les choses d'un point de vue plus large. Comme par exemple, regarder le kamikaze. Non, si je le regarde de mon point de vue d'agresser, hein, je dis, ben il est abominable, c'est un assassin. Si je regarde de plus haut, donc voilà le changement que ce travail nous permet de faire sur la lecture de nos vies. L'autre grande découverte de la physique quantique, c'est que nous, on croit dans notre science que la science est objective, qu'on observe la réalité, qu'il y a un observateur et une réalité qu'on observe. Et bien là, ils se sont rendus compte que ce qu'ils observaient derrière le microscope dépendait de ce qu'ils pensaient. S'ils cherchaient des particules, ceux qu'ils observaient se comportaient en particules, s'ils s'intéressaient aux ondes, non. Quand je change ma façon de lecture, le réel peut se transformer, ce que je considère le réel, parce que ce n'est que en résonance de ce que je suis. Et imaginons qu'à notre naissance, on est tous comme sur une corde raide d'un équilibre par rapport aux pathologies de la famille. Comment va être ma mère aujourd'hui? Est-ce qu'elle est dépressive parce que mon père l'a quittée? Ou est-ce qu'elle va pouvoir s'occuper de moi? On a plein des antennes très développées, les bébés. Et si j'ai une mère dépressive, je m'adapte. Je vais être un bébé très sage.
Parce que plus je crie, et moins elle est performante. Et comment j'ai grandi dans ce cas-là? Eh bien, à 2-3 ans, je vais être déjà le petit mec de maman. Et non, est-ce qu'aujourd'hui, comment tu vas, maman? Je vais mettre ses besoins, elle, avant les miens. Parce que pour survivre, on n'a pas le choix. On doit s'adapter. On n'a jamais vu des bébés qui refusent les couches, qui disent « Non, moi je ne veux pas cette marque !» On s'adapte parce qu'on a besoin qu'on s'occupe de nous. Et c'est ça, et c'est là où on s'enferme dans quelque chose auquel on reste fidèle. Et je vous montre la suite pour comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, comment grandit le petit mec de maman qui pense que le papa est le méchant qui l'a fait souffrir. Comment il grandit? Eh bien, ça va être un séducteur. Avec les femmes, il se sent bien, il est à l'aise avec le féminin, il aura beaucoup de copines, ou comme un ami à moi de Turin, il a 3 enfants sur 3 continents différents. Mais quel est le problème du fils de maman? Quel est le problème? Il a du mal à être, disons, à s'engager comme partenaire et comme père. Il y a trop de féminin en lui pour qu'il y ait la place pour une femme. Et c'est pareil pour la fille de papa. Et donc, si un jour il en a marre, à 40, 50 ans, il dit voilà, pourquoi moi, j'ai jamais de vie de famille à moi, je suis toujours, ça tient pas, quoi, les histoires ne tiennent pas. Qu'est-ce qu'on va lui proposer ici? Que va faire la constellation? La constellation, c'est lui montrer tout le scénario, à commencer par la mère, oui, et le père. Et on cherche dans une constellation la juste place. Et lui, s'il c'est le mec de maman, c'est clair, il n'est pas à sa place d'enfant. Il porte sa mère, il se sent responsable de sa mère. Alors ici, on lui dit, regarde ton père. Et, parce qu'on est tous nés d'un père et d'une mère. Donc, quel que soit le scénario, même si mes parents, ma mère, j'ai travaillé avec une fille, sa mère l'avait abandonnée dans la forêt, et à 8 mois, et les fourmis lui avaient mangé un œil. Même dans ce cas-là, la mère et le père sont la mère et le père. On n'a pas à dire « Ah ben non, ma mère, elle est trop inconsciente, ou j'ai été adoptée, donc je préfère ma mère adoptive ». Non, on vient d'une mère et d'un père qui sont les bons parents, puisque c'est eux qui nous ont donné la vie. Même si je suis issue d'un viol, si cette rencontre de quelques secondes a été assez juste pour que moi j'arrive sur la terre, eh bien, eux sont mes parents, les bons parents, tels qu'ils sont. Ça, c'est une juste place. Et donc, si je regarde mon père, tant que je le regarde comme le méchant qui a fait souffrir maman, ça veut dire que moi, je me sens meilleure. C'est moi qui ai porté maman, c'est moi qui l'ai consolée. Je ne suis pas l'enfant face à un père et une mère, je suis plus grand que ma mère puisque je la porte, et meilleur que mon père puisque moi j'ai l'ambition de ne pas faire souffrir maman. Et tant que je suis comme ça, rien ne change dans ma vie. Et Jung a dit, ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Et donc, tant que je n'ai pas conscience que je ne suis pas à ma juste place, le scénario continue. Séduction et incapacité d'engagement, impossibilité. Alors là, la constellation, qu'est-ce qu'on fait? On montre tout le scénario, mais après, ça vous appartient. On ne force personne. Je vous rassure, voyez, vous ne devez pas dans un groupe raconter un tas de choses, vous exposer. C'est votre responsabilité.
seulement quand vous le sentez, quand vous êtes prêt, alors vous commencez à regarder tout le scénario. Et là, dans ce cas-là, voilà papa, tu es le grand, je suis le petit. Je ne suis pas mieux que toi. Et moi aussi, je peux faire souffrir maman avec la prochaine fille que je vais croiser, et puis je pars à Bali avec elle, et maman va rester seule. Je ne suis pas mieux que papa. D'accord? Donc, voilà ce que l'on fait. Ça veut dire que je vais sauter du fil. Je vais lâcher tout ce à quoi je me suis identifiée. Mais personne ici vous pousse. Vous ne sautez que si vous le sentez, si vous êtes prêt. Mais je garantis que chacun fait ici le pas qu'il est prêt à faire. Et pour certains, ça peut être un tout petit pas, comme par exemple, si vous êtes choisi comme un représentant, donc on vous met dans ce cercle, hein, qu'est-ce qu'on demande à un représentant? C'est pas d'être un médium, de dire oh, vous dites je vois le grand-père qui a eu un naufrage. C'est absolument avec notre humanité, nous sommes des ondes électromagnétiques, nous nous sommes séparés de rien, nous sommes reliés au tout. Et quand nous sommes tout bêtement là, présents, ouverts, voyez la différence? Alors pour certains, ça peut être très dur de sortir de ça. Pour certains, il y a parfois toujours un beau sourire. Vous voyez, quand ça a été tellement dur, tellement violent, que pour survivre, ça va, ça va, ça va. Et je ne sais même plus ce qui se passe au fond de moi. Alors, pour certains, le premier pas, ça peut être de prendre conscience comment ils ne sont pas libres de mouvement, comment ils sont dans le contrôle, surtout dans le regard des gens. Et donc, ne le prenez pas mal si je préfère parfois changer de personne en disant non, non. Mais le premier pas pour cette personne, ça va être ça. Tant qu'elle ne prend pas conscience à quel point elle a dû tout contrôler, qu'elle n'a même pas où est-ce qu'elle habite dans son corps, quoi. Parfois, on est là, tout le reste, on l'habite absolument pas. Quand on est ouvert à ceux qui se présentent, eh bien, il peut se passer ça. Il peut se passer que je ne tiens pas debout, ou que vous verrez, vous serez surpris. Ça pleure, je ne sais même pas pourquoi. Ou il y a quelqu'un là et je ne veux surtout pas le voir. Par contre, il y a quelqu'un là où j'ai envie d'aller. Alors comment je fais quand je sens ces impulsions? Si je décide d'aller vers là, j'y vais, mais dans la présence. Donc les mouvements sont lents parce que tous les 10 cm, ça peut changer. Là, tout d'un coup, ben non. Je me retourne ou je m'arrête. On apprend, et ça, c'est pas anodin dans ce travail, on apprend la vraie présence. Et dans la vie, quand on est dans cette présence, ça simplifie énormément de choses. Qu'on sort du tyran mental à qui on donne tous les pouvoirs. Vous savez, on pense toujours. Hein, mais la partie analytique qui nous compose, elle ne va jamais nous ouvrir une porte nouvelle. La partie analytique, c'est comme un programme, un logiciel fait clos avec passé, futur. C'est-à-dire, je ne veux plus reproduire les douleurs que j'ai eues, donc ça, je veux les éviter, et je projette tous mes attentes dans le futur. Le jour où j'aurai rencontré un homme qui me comprenne, et on est enfermé là-dedans. On n'est jamais dans la seule réalité qui est là maintenant. Le passé n'est que des instants de présent qui ne sont plus, et le futur du présent qui va être. Mais passé, futur, je n'existe pas, je ne suis que dans la répétition de ce qui est derrière moi.
Donc les dynamiques qui pèsent dans nos vies n'obéissent pas à mes logiques individuelles. Moi, ma maman, mon papa. Je suis cette onde de tout ce qui m'a précédé. Ici, c'est vraiment le 3e millénaire. On voit que rien n'est mauvais. Tout est au service d'une logique plus grande.